Je me présente, Christophe Machino. Bienvenue pour ce webinaire de la FAT du 23 mai 2020, en cette période de déconfinement. Alors, la dernière fois que vous avez fait cette présentation, on était début avril, et on va tout de suite dans le vif du sujet avec le CAC 40. Donc, je vous ai pris la photo du CAC 40 quand on s'était vu début avril. Et à cette époque, donc en cette période de confinement, le contexte était clairement vert et il fallait trouver des arguments pour être, plutôt positif sur les marchés. Et heureusement, l'analyse technique était là, et pour ceux qui ont vu le webinaire donc il y a cette semaine, j'avais indiqué, ce point très important, alors avec les graphes Ishimoku, où on avait un alignement parfait de la Tenkan et de la Kijun en hebdo, donc sur le graphe de gauche, même si sur le graphe de droite, on avait peu de signaux positifs, hormis un nuage qui était plutôt très resserré dans la descente, donc qui donnait un petit peu une possibilité de hausse du CAC 40. Mais on était à 4130 et à ce moment-là, tout le monde parlait du fameux double dip avec des nouveaux plus bas qui devaient arriver, ou en tout cas des retours sur les plus bas. Ishimoku, lui, nous indiquait qu'en hebdomadaire, qu'il y avait des forces de rappel, un point d'équilibre autour des 4800-4850, et que les prix pouvaient éventuellement aller chercher ce double plat, ainsi qu'un certain nombre d'indices qu'on verra tout à l'heure. Donc, qu'en a-t-il été? Donc, je vais faire défiler semaine après semaine les mouvements qu'on a pu avoir depuis. Donc, vous voyez qu'on a eu une semaine de hausse qui a complètement avalé la semaine baissière de début avril, et ça se poursuit. On a une hausse qui pousse jusqu'à 4700, 4710 pour être précis, et après, ça range jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est intéressant puisque on voit l'intérêt d'Ishimoku, c'est cette capacité de donner des objectifs qui semblent, à ce moment-là, je vous rappelle, on était à 4140, qui donnait un objectif de chercher potentiellement jusqu'à 700 points. On en a pris 600. Donc ça montre vraiment l'efficacité de l'analyse technique, quand on la regarde vraiment de façon objective, sans regarder les news, puisque quand on regarde que les fondamentaux, on est en période de confinement, et ben, on n'a pas envie d'acheter. Et là, maintenant, quasiment 2 mois après, bah, globalement, même si on a accumulé les mauvaises nouvelles, heu, on voit de plus en plus d'optimisme sur les marchés, alors que la situation ne s'est pas fortement améliorée graphiquement, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, on reste sur le CAC et après on va passer sur les autres indices. Mais on voit qu'en daily, les prix sont allés péniblement chercher, le nuage. Ils sont rentrés quand même dedans, mais avec peu de conviction, puisqu'ils en sortent une première fois. Et donc ça, c'était la semaine dernière, on est descendu jusqu'à 4190, mais ça a tenu. Donc on n'est pas les plus bas que les niveaux où on était justement il y a 2 mois, quand j'avais fait le 1er webinaire à 4111, et on a rebondi encore à nouveau à 4500. Donc psychologiquement, on voit, même si on n'est pas beaucoup plus éloigné en fait des niveaux d'il y a 2 mois, que globalement, les investisseurs sont, moins pessimistes, et pour cause. Ils ne regardent pas simplement, le CAC 40, ils regarderont les autres indices actions, et tout le monde sait, je pense que toute la planète sait que le Nasdaq est quasiment à ses anciens plus hauts historiques de
fin février. On va le voir tout à l'heure. Mais c'est pas le Nasdaq, qui m'intéresse. En tout cas, au moment où je vous parle aujourd'hui, le 23 mai, parce que autant j'ai essayé de chercher des arguments pour, voir le verre à moitié plein, et c'est vrai qu'il valait mieux être plutôt bull, sur les 2 derniers mois. À présent, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur le verre à moitié vide et chercher des signaux qui nous montreraient l'arrivée ou pas, hein, de ce fameux double dip. Parce que finalement, toute cette période, de tous ces puits de range ne fait qu'attendre, ne fait que, je dirais balayer tous les baissiers avant qu'on puisse potentiellement avoir une nouvelle vague de baisse qui, elle, se fera un petit peu finalement bis repetita, comme mi-février où il n'y avait aucun vendeur. Le marché est construit de façon à ce qu'il y ait le moins possible de gagnants. Et donc, si tout le monde shortait et gagnait tout de suite, par exemple, quand on était à 4100 et qu'on avait le fameux double dip, bon, bah, finalement, ça s'étoufferait assez rapidement, puisqu'on peut, tout le monde ne peut pas gagner. C'est quand même la règle du jeu. D'accord? Je crois que c'est vraiment important du point de vue de l'analyse technique, c'est de s'en servir aussi d'un outil pour la compréhension de la psychologie des marchés. Et c'est un super outil en ce sens. L'indice qui m'intéresse, alors je vais casser le suspense, on n'en a pas du tout parlé la dernière fois, mais là, il devient très opportun. C'est le Hang Seng qui nous a fait une séance vendredi à moins 5,50 et personne n'en a parlé, ou très peu, enfin, très peu en a parlé, puisque dans cette fameuse séance de vendredi, donc d'hier, du 22 mai, on a les indices américains qui ont continué de pousser et globalement les indices européens qui sont bien comportés. Par contre, le matin, vendredi matin, ce n'est pas du tout le cas du Hang Seng qui nous a fait une bougie, un Marubozu. C'est simple, puisqu'il commence quasiment au plus haut et termine au plus bas. Alors, c'est pas du tout neutre, puisque vous voyez que ce Marubozu se met en place juste au moment où potentiellement on pouvait sortir du nuage. Donc, il est en train de sortir du nuage. Ça, c'est sur le daily, à droite. Et vous voyez que sur le weekly, on est en train de casser la Tenkan qui soutenait les prix. Regardez bien ce graphe, enfin ces deux graphes, et regardez le CAC. À droite, on voit qu'on est dans le nuage. À gauche, on voit qu'on est au-dessus de la Tenkan. Et là, on voit cette sortie violente du Hang Seng. Alors, est-ce que le CAC va suivre le Hang Seng? Bah, tout dépend tout simplement de la séance qu'on va avoir lundi. Donc, c'est en fait, en termes de timing, on est vraiment dans un moment assez critique, puisque soit lundi, cette séance de moins 5,50 est complètement effacée. Enfin, pour être effacée, je ne vais pas dire qu'on remonte de 5%, mais on remonte de 3 à 4%. Donc, on attaque la bougie baissière en revenant par exemple ici à 23 500 sur le Hang Seng, voire au-dessus, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, on a un effet inverse. On a un fail, une sortie du nuage qui ne serait pas confirmée. En revanche, si la sortie est confirmée, c'est-à-dire que lundi, on a une séance qui est un peu compliquée sur le Hang Seng, il est fort à parier qu'on va avoir une structure qui va s'en rapprocher sur le CAC. Donc, c'est-à-dire une sortie assez violente. Et donc, Tenkan qui se ferait attaquer rapidement. Donc, on aura la réponse lundi. Et c'est bien qu'on fasse finalement cette vidéo aujourd'hui, puisqu'en termes de timing, on ne peut pas avoir meilleur timing. Alors, on continue pour voir un petit peu ce qui se passe sur les autres indices, mais l'idée principale, c'est garder en tête ce qui va se passer en Asie ce lundi, parce que ça peut être un événement déclencheur pour les autres,
les autres indices, en tout cas les indices européens, peut-être un peu moins sur les US. Alors, le DAX. Alors la différence du CAC, c'est qu'il a réussi à sortir du nuage brièvement, donc ça c'était fin avril, et à nouveau ces derniers jours. Alors, ce qui nous intéresse, c'est qu'on arrive aussi à ce moment où potentiellement, là je reste sur le graphe donc à droite en daily, on peut avoir la lagging qui, elle, va suivre tout le monde et attaquer le nuage et donner une impulsion de confirmation, une poursuite de la hausse pour l'Allemagne. En revanche, si on a une réentrée des prix dans le nuage, un petit peu comme si on avait finalement un alignement avec ce qui se passe avec la France ou la Chine, là on aurait un mouvement inverse puisqu'on aurait en même temps la lagging qui resterait dans le nuage, qui ne serait pas sortie du tout en fait. Et donc cette sortie du nuage serait un fail puisqu'il ne serait pas du tout confirmé par la lagging. Je rappelle que la lagging a son effet retard et simplement confirme ou pas les tentatives de cassure de résistance ou de support, ce qui est la tentative qu'on a là sur la tentative de cassure du nuage. Alors, on va arriver aux US puisque c'est eux qui finalement tiennent le marché. Donc le S&P, on le voit sur le graphe de gauche, est toujours dans le nuage. Il bloque dans son graphe weekly. Il a retracé de 61. Alors, je vous invite à chercher un petit peu sur internet, mais il y a quand même pas mal de graphes qui montrent la similitude avec le mouvement qu'on a sur le S&P aujourd'hui et en 2000 et 2008, où à chaque fois, il a retracé de 61 avant de plonger et de faire de nouveau plus bas. En fait, l'espoir aujourd'hui, c'est tout repose sur les épaules du Nasdaq. Parce que le Nasdaq est le seul indice à pouvoir potentiellement faire de nouveaux plus hauts historiques. Là, tous les indices qu'on a vus, ils sont trop loin pour pouvoir faire des nouveaux plus hauts historiques dans les prochaines semaines. Il faudrait à minima des mois, dans le meilleur des cas, voire très probablement des années. Le Nasdaq, lui, est plus qu'à 1,5 de ses plus hauts. Alors, que nous dit Ishimoku? Alors, pour ceux qui sont pas familiers d'Ishimoku, le principe est toujours assez simple. Est-ce que on a une harmonie dans les graphiques ou est-ce qu'il y a des zones de vide? Ou est-ce qu'il y a des incohérences, par rapport au niveau de prix où on peut être? Alors sur le Nasdaq, il y a des incohérences. Les in l'incohérence la plus importante, c'est, sur le graphe weekly puisque on est quasiment sur le plus haut historique, mais le nuage, regardez bien à droite, il est en rouge, il est encore vert. Alors de 2 choses, 2 cas de figure. Soit l'impulsion qui a commencé sur le Nasdaq est tellement forte que de toute façon, on va continuer et on va pousser, au-dessus de 10 000, voire 11 000, pourquoi pas? Et dans ce cas-là, oui, le nuage va commencer à retwister, on va repasser, dans le vert. Mais il faut vraiment que là, le Nasdaq continue ce rythme effréné pendant, plusieurs semaines. C'est possible, c'est envisageable, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné, d'autant
que ce qui a été la force de rappel, je vais le mettre en plein écran, on verra mieux. Ce qui a été la force de rappel quand on était, dans le creux de fin mars, c'est-à-dire la la Tenkan Kijun qui sont synchrones et qui disent: «Bah, là, les prix sont un peu trop éloignés, il faut revenir, se rapprocher, de la Tenkan Kijun». Donc c'est vrai que ça a été une force de rappel à la hausse. Le souci qu'on a, c'est que c'est une maintenant, ça devient une force de rappel à la baisse. Parce que le plat, il est toujours là, hein. Vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bougies qu'on a un plat qui reste imperturbable. Alors bien entendu, hein, si on fait des nouveaux plus hauts, historiques, donc si on passe au-dessus des 9 750, vous aurez et la Tenkan rouge et la Kijun en bleu qui vont remonter. Mais pas violemment, hein, parce qu'il faudrait, si on va à 9 008, on vous aurez une petite hausse puisqu'on est sur la médiane des 2 extrêmes. D'accord? Mais le risque qu'on a, c'est qu'on ait cette force de rappel et un retour su sur les 8 200 sur le Nasdaq. Alors je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas du tout consensuel, hein. Tout le monde voit plutôt des plus hauts historiques qui sont facilement, franchissables, ce qui est le cas, hein, 1,5 il suffit d'1 à 2 séances. Heu, on aura la réponse la semaine prochaine ou enfin en tout cas d'ici fin juin. En revanche, voilà, les fragilités et les déséquilibres sont quand même très importants sur l'indice le plus fort du marché. Parce que là, vous avez aucun indice à action qui est comparable au Nasdaq. Donc on suivra, j'ai mis une petite alerte, voilà. Si on passe en dessous des plus bas d'il y a 2 semaines, là, le Nasdaq est en danger. Au moins, on va rapidement sur la Tenkan Kijun et même, étant donné le déséquilibre, il est fort probable qu'on traverse, cette fois-ci, complètement le nuage et revenir sur les plus bas. C'est un risque. Bon, pour le moment, tant que ça tient, voilà, il ne faut pas anticiper. De toute façon, je déconseille à tout le monde de shorter le Nasdaq parce que c'est l'indice qui probablement baissera le moins, quoi qu'il arrive. Puisque vous aurez des positions qui seront, par exemple, long Nasdaq et en face, vous avez des positions short sur à peu près tout. Il y a beaucoup de hedge funds aujourd'hui se hedge sur leur position short en se mettant long au Nasdaq en face. Et donc là, typiquement, on voit sur ce type de période, ils sont doublement gagnants. Ça, c'est vrai tant que le Nasdaq ne baisse pas. À partir du moment où il baissera rapidement, les positions longues Nasdaq vont disparaître, aussi vite que durant la première vague de baisse de mars-avril. On continue sur les autres indices. Voilà, le Nikkei, qui ressemble un petit peu au DAX avec cette sortie et toujours pareil, la lagging qui tente de repasser. Donc la question c'est: est-ce qu'on reste au-dessus encore? Et quoi qu'il en soit, on voit que par exemple, sur le Nikkei, les barrières se rapprochent aussi très rapidement. Là, sur le weekly, on voit que le nuage, va probablement bloquer puisqu'on a un alignement des résistances à 21 283. Vous voyez que la lagging va arriver en même temps, sur les mêmes niveaux. Donc on a probablement un moment où ça va bloquer. À noter aussi, par exemple, que les RSI sont en dessous de 50 encore en weekly, hein. Donc il y a vraiment pas de puissance acheteuse. Ça ressemble plus à un dead cat bounce qu'à un rebond durable. Alors, on a fini sur les indices que je trouve intéressants. L'euro-dollar, alors il y a beaucoup de passion autour de l'euro-dollar. Je vais effacer.
Alors l'euro-dollar, alors quand j'avais fait l'analyse au début avril, j'avais dit qu'on était dans un range. On est alors cette semaine après, on est resté dans un range. Néanmoins, on a quand même beaucoup, de contradictions. Alors je m'explique. Ici, la Kijun qui reste complètement plate dit que voilà, on est encore dans cette situation de range. Néanmoins, on a quand même la Tenkan qui commence à, plonger, qui fait de nouveaux plus bas. On a également le RSI qui reste quand même complètement coincé en dessous des 50 depuis ces dernières semaines. Donc le dernier mouvement et le fait qu'on ait le rebond de cette semaine soit finalement complètement coiffé par la Tenkan et la lagging qui semble pas pouvoir repartir, au-dessus, et des prix et de la Tenkan et de la Kijun. Je ne sais pas si tout le monde voit ici sur le milieu de l'écran, laisse à penser que d'une situation plutôt rangy, on a un risque que ça devienne baissier. Ce risque baissier serait confirmé, bien entendu, forcément en dessous des 1,0635 puisque là, c'est le dernier support. Donc là, il n'y a plus rien en dessous, à part, bien entendu, retrouver les 1,02, 1,03 qu'on a pu avoir il y a quelques années. Puis la parité, puis et cetera. On connaît la suite. Néanmoins, voilà, on est toujours en range, mais avec un danger, de plongeon, mais aussi un nuage qui est quand même aussi très, 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 très fin. Donc ça va on a des informations contradictoires. Donc moi personnellement, je ne prendrai pas de trade même si c'est tentant de se dire qu'en effet là ça va être difficile, pour, l'euro-dollar et on voit la lagging de rebondir, de passer les 1,10 puis les 1,12. Néanmoins, bon voilà, ça me laisse un petit peu là le nuage me laisse un peu perplexe. Donc j'aurais tendance à dire d'attendre parce que ça se trouve, ça va être encore NJ pendant plusieurs bougies, hein. On peut rester entre 1,07 et 1,10 pendant des semaines, hein, avant une vraie sortie, par le bas ou un mouvement complètement contrariant et qui casse ce nuage qui est très facile à casser, hein. Et dans ce cas-là, on aurait c'est possible, hein, un 15, un 20. On est dans des marchés qui deviennent de plus en plus, irrationnels, mais par contre, qui d'un point de vue analyse technique sont complètement rationnels. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tous les membres de la FAT ont un avantage concurrentiel, mais énorme par rapport à tous ceux qui croient encore que ce sont les news, qui tombent sur le coronavirus ou, sur telle décision de Trump ou pourquoi pas de la réserve fédérale, qui vont driver les marchés. Non, les marchés sont drivés par l'offre et la demande, pas par la Fed. Ils ne sont pas drivés non plus par Trump. On peut avoir l'illusion, mais au final, si les marchés doivent plonger, si l'euro-dollar doit aller à 1,20 ou si le baril de pétrole doit aller à moins 37 $, il ira, quoi qu'il arrive. Quand les prix sont partis, que l'offre n'est plus en adéquation avec la demande, les mouvements iront jusqu'où ils pourront aller. Voilà. On continue. Alors peut-être qu'on va y voir un peu plus clair avec le dollar index. Le dollar index nous donne à peu près la même chose, hein, que l'euro-dollar. C'est-à-dire que certes, là d'ailleurs, on le voit bien là sur les dernières semaines, la Tenkan qui est en train de monter, mais on est en dessous, hein. Certes, ça peut pousser, mais ça pousse sur un nuage complètement déséquilibré. Ici, en daily, alors certes, il y a un nuage, mais il est très fin. Il peut être traversé en une séance. Donc
Voilà, je resterai très prudent sur l'euro-dollar et puis, a priori, c'est assez consensuel d'être long dollar et d'être, short euro-dollar. Bon, généralement, le consensus a rarement raison. Donc, moi, je resterai prudent, même si en effet, c'est tentant de se dire que ça va continuer de monter. Mais, laissons les prix, donner la direction. Alors l'or, alors quand on en avait discuté, début avril, on a vu un voilà, ouais, on a vu un petit repli, on était autour de 1 600. Je disais que le graphe en weekly était, une régularité sans faille et en effet, il est toujours d'une régularité sans faille. Donc l'or, toute chose égale par ailleurs, reste haussier. Alors néanmoins, heu, il est quand même fort probable, qu'on ait un repli, heu, dans les semaines qui viennent. Alors c'est pas forcément demain, mais dans les semaines qui viennent, on aura probablement un repli, dans la zone Tenkan Kijun. D'ailleurs, probablement plus, Kijun que Tenkan, c'est-à-dire d'aller chercher les 1 600 $. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, toujours pareil, hein, dans Ishimoku, la nature a horreur du vide et vous voyez des bougies comme ça qui avancent toutes seules, sans être vraiment bien soutenues, par, Tenkan, vous voyez? Ça crée un déséquilibre et on le voit bien sur la lagging qui flotte complètement dans le vide. Donc les forces de rappel vont arriver tôt ou tard. Ça, je le dis pour, tous les passionnés de, de l'or et qui disent que ça va monter tout le temps. Oui, ça peut monter, continuer de monter, mais les corrections peuvent aussi être importantes. On peut même envisager, pourquoi pas, si ça corrige dans les prochaines semaines, d'aller, jusqu'à 1480. Ceux qui ont acheté à 1 700 $, heu, ça risque d'être compliqué. Puisque pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, les prix sont allés assez rapidement chercher une première fois le nuage, en 2 semaines. Donc en 2 semaines, on peut aller chercher encore le nuage. Si ça arrivait une fois, ça peut arriver une deuxième fois, voire 3 fois, voire 4 fois. C'est ça aussi les patterns. Les principes de l'analyse technique, c'est que quand vous avez des patterns qui se mettent en place, quand vous savez qu'il y a des investisseurs ou des hedges qui ont par exemple shorté ou qui ont vendu tout leur or, autour de 1 670 en février, ils ont peut-être aussi racheté les plus malins à 1 450. Mais on sait qu'on a des mouvements qui sont déjà apparus. Donc il y a des personnes qui ont gagné de l'argent, il y en a un certain nombre qui en ont perdu beaucoup. Donc ce type de pattern, si ça arrivait une fois, ça peut arriver encore. Toujours garder ça en tête quand on fait de l'analyse technique. Alors, je continue sur l'argent. L'argent, alors, pour ceux qui avaient regardé la vidéo, on était donc là le 3 avril, j'avais dit, pour moi, l'argent, l'or c'est très sympa, mais l'argent, je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Et l'idée, c'était de dépasser les plus hauts du 25 mars avec 14,71, puisque la configuration, pouvait nous laisser penser qu'il y aurait un phénomène de rattrapage sur l'argent, par rapport à l'or, bien entendu. Regardez, 18. Je crois que, l'or a pris combien? A pris 10. Donc 18, c'est très, très bien. Après, maintenant, 7 semaines après, l'argent, est-ce qu'il faut, en acheter? Là, je dirais un petit peu que la mê je vais pas donner une réponse de Normand, mais pourquoi pas? Si on refait des nouveaux plus hauts, mais si on n'en refait pas, non. Parce que le nuage weekly nous montre quand même une belle résistance, le nuage. La lagging fait face aussi au prix, à Tenkan, à Kijun, donc ça fait un cluster, une vraie résistance. Donc le fait qu'on ait une double résistance synchrone, ce qui arrive quand même pas tout le temps, nous laisse à penser que, il faut être quand même prêt à prendre ses bénéfices. En tout cas, voilà, à minima,
se poser la question si on passe en dessous des 16,47, en dessous de Tenkan, je pense qu'en effet, si vous avez, de l'argent, en plus le fait qu'il soit suracheté, heu heu, c'est bien, mais on peut rapidement avoir un RSI qui replonge à 50, donc on aurait des prix qui reviendraient sur le nuage. On parle quand même de au moins 10 de baisse, voire plus, hein. Ouais. En plus, là, c'est vrai que en weekly, on voit bien, que la Tenkan est quand même très, très éloignée, donc oui, une respiration, fort probable. Donc, gold et silver, même si sur du moyen long terme, ça reste bull pour le moment, il peut y avoir des prises de profit. Alors, le blé. Le blé, alors ça, c'est intéressant puisque on a le blé qui, a corrigé fortement, pendant toute la période de confinement puis déconfinement, pour être, sur un petit plateau là, à court terme. Alors, est-ce que c'est intéressant? Bah, c'est en tout cas, la période est en effet critique pour le blé. C'est assez binaire, tout simplement. Soit on revient à haut de range, soit on casse le nuage. Donc je mettrais comme, seuil les 4 bah, les plus bas de cette semaine, tout simplement, les 4,94. Là, on est à 5,09. À 4,94, tant qu'on reste au-dessus, enfin, je vais même dire 4,92,60, donc le plus bas de mi-mars, il y a un potentiel de rebond, puisque là, le nuage reste quand même bien propre. Il est solide et on le teste et on est quand même décalé par rapport au prix. Donc on peut avoir un retour à la médiane, puis, revenir, vers des plus hauts, voire pourquoi pas faire des nouveaux plus hauts. Ça, c'est, si on clôture pas en dessous de 4,92 la semaine prochaine. Le pétrole. Alors le pétrole, c'est vrai on vit, des moments, hyper intéressants. Bon, toutes choses égales par ailleurs, en weekly, même si on a une très belle séquence de 4 bougies, blanches, heu, assez puissantes, heu, la Kijun reste quand même, bien, bien, bien plate et donc si la semaine prochaine, le baril de pétrole n'arrive pas à clôturer au-dessus de la Kijun, moi c'est bear. Si elle réussit, alors le rebond peut se poursuivre, jusqu'à pourquoi pas 50 tout simplement. Alors je vais les tracer, 50, 50-51 qui fera office de résistance, clair. Donc c'est l'ancien support, tout simplement, qui devient résistance, par le principe de polarité. D'accord? OK. Donc à voir. À ces niveaux-là, si vous aviez pris des positions, long pétrole, je commencerais à être, très vigilant parce que ça peut se retourner assez rapidement et revenir, ne serait-ce que chercher la Tenkan à 17 $. Donc c'est quand même moins 50. Là, on rigole pas. Alors, on va terminer par les banques. Je vous avais dit que elles avaient vraiment une sale tête. Ici, là, il y a une elles restent, bah, là, c'est Crédit Agricole, c'est vrai que c'est pas rassurant en weekly, mais en daily, c'est pire. Regardez la taille du nuage sur Crédit Agricole. C'est ultra bear. C'est ultra bear. C'est quasiment impossible de traverser un nuage aussi épais, hein. Ça, c'est pour le traverser, il faut qu'il y ait une news, mais qui prenne à revers tout le monde. Une news incroyable. Donc les probas sont très faibles. Elles sont peut-être de 10. 90, bah, on part vers le bas. On a vraiment un risque de faire de nouveau plus bas, hein. La BNP, c'est copier-coller, hein. C'est ultra bear.
Heu, alors après, ça n'empêche pas de faire du tactique. Je m'explique. Heu, il y a de cela, 2, 2 semaines, on avait dit avec Pascal Trichet donc de la FAT, on avait vu qu'il y avait potentiellement un call à faire, mais très court terme, hein, sur les banques et ça a duré une semaine. La hausse a duré une semaine pour derrière que ça replonge aussi sec. Donc oui, vous pouvez faire du trading, faire sur quelques jours parce qu'on est sur des prix qui sont tellement écrasés, on est sur des niveaux qu'on n'a jamais vus, on est par exemple là, j'arrive sur Société Générale, elle est sur ses plus bas historiques à 11,34. Donc vous avez les debt cat bonds quand vous en avez, c'est, 20 assez rapidement, mais avec les risques, qui s'en suivent derrière, c'est-à-dire, risque de faire des niveaux plus bas. La Société Générale, elle est quand même son dernier support, c'est 11,34. On n'a jamais vu des niveaux si bas. Elle passe en dessous de 11,34, elle va certainement à 10. Elle passe en dessous de 10, elle va certainement à 9 et cetera. Là, il faut se rendre compte que quand vous arrivez sur des niveaux comme ça, c'est-à-dire, vous avez une société qui avait, navigué à une époque à 3 chiffres, à quasiment 150 €, qui passe à 2 chiffres, en dessous des 100, qui passe, en dessous, qui se rapproche des 10 et qui se rapproche de l'unité, mais tout est possible. Là, vous pouvez parler de PE, de fondamentaux, de tout ce que vous voulez. La logique prix, elle est plus forte que tout. Elle est plus forte que tout. Vous pouvez pas avoir une société qui va de 150 et qui passe en dessous de 10 et de dire: «Mais elle va revenir à 150». Non, si elle passe en dessous de 10, elle va plus se rapprocher elle a plus de chances de se rapprocher de 0, enfin de 1 on va dire, que d'aller, retourner à 150. Le momentum baissier qui s'est mis en place depuis des années sur les banques et notamment sur Société Générale, depuis, 1re crise de 2008, tentative de rebond, jusqu'en 2011 et puis 2012, puis une dernière fois en 2015. À chaque fois, les baissiers attaquent. Ils attaquent. En plus, heu, se rajoutent à nos amis les banques, elles sont quasi donc le plus bas historique, par exemple, sur Société Générale, elle s'est faite avec un short ban. Donc imaginez si en plus tout le monde commence à vendre, à découvert. Je On va terminer par Natixis, c'est le même topo, hein. C'est le même topo, c'est vrai que c'est vraiment inquiétant, hein. Je disais que c'était inquiétant il y a 2 mois, 2 mois après, on a de nouveaux plus bas historiques sur, Société Générale, c'est encore plus inquiétant. Voilà. Alors, on va quand même, terminer, sur une note un peu plus, positive. Donc là, on a vu le verre à moitié, à moitié vide cette fois-ci, hein. Là, il y a cette semaine, on s'était concentré sur le verre à moitié plein. Néanmoins, la hausse peut continuer de se poursuivre. Elle peut continuer de se poursuivre si alors nos amis les Chinois viennent, complètement casser la dynamique baissière qui est en train de se mettre en place. Combat faible, mais ça existe, bien entendu. Si le baril continue de monter, si on a des bonnes nouvelles, du point de vue, des bonnes nouvelles positives, suite au déconfinement qui se met en place. Un chômage moins important aux US. Ça peut encore, pousser, le Nasdaq pour qu'il fasse ses plus hauts historiques. Même si c'est que ça reste complètement déséquilibré, mais, le Nasdaq peut continuer de monter, de façon imperturbable, de façon un petit peu aussi artificielle parce qu'il y a des constructions, comme je dis, de type long Nasdaq et short, tout le reste, short small cap. C'est vrai que on n'a pas regardé les small cap, mais, les small cap américaines, elles sont très, très fragiles.
Donc pour regarder le verre à moitié plein, il faut toujours avoir voilà, cette optique. Et ben, simplement, on va rester sur le CAC pour, terminer donc sur une note positive. Le CAC, repart au-dessus, des 4 575, cette semaine, pas dans 2 3 semaines. Pour moi, ça devient très urgent de sortir de ces espèces de range, depuis, 2 semaines. Là, on a 2 semaines de range et rester au-dessus de la Tenkan en weekly et on dépasse, les 4 575 et on peut envisager, voilà, d'aller, ces ce fameux plat Tenkan Kijun, dont je vous avais parlé il y a 7 semaines à 4 850. Voilà, ceci va clôturer, ce webinaire. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a, permis d'avoir, quelques bases aussi pédagogiques. C'est aussi l'intérêt, de la FAT et que ça soit instructif, pour ceux qui veulent en savoir plus, vis-à-vis de l'analyse technique. Voilà, je vous dis, merci encore pour, votre patience et à très bientôt. Au revoir.